Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast Yam Nutrition en compagnie de Christophe Bonnefond. Donc Chris, salut, je te laisse un petit peu introduire ce concept, ce nouveau concept. Ouais, coucou Anthony, écoute, je suis super ravi de pouvoir faire ces podcasts avec toi parce que voilà, ça va être aussi dans la bonne humeur et sans prise de tête. Là, le but, franchement, c'est nous faire partager notre expérience qu'on a tous les deux par rapport au coaching et par rapport à toutes vos questions que vous nous posez, notamment sur Instagram. Et là, on va pouvoir rentrer peut-être un peu plus dans les détails. Et voilà, alors c'est sans prétention, hein, encore une fois, on n'a pas la vérité absolue, hein. Donc, prenez ce que vous avez à apprendre. Prenez un petit peu de notre expérience par rapport aux études aussi qu'on regarde, qu'on étudie, qu'on teste. Et voilà, c'est toujours très ouvert. Encore une fois, on n'a pas la vérité absolue. J'aime le préciser parce qu'on n'est pas là pour vous imposer des choses, mais plus de vous proposer des choses de notre expérience et tout ça. Et après, à vous de tester, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et puis voilà, quoi. Voilà, exactement. Conseiller, éduquer un petit peu si on peut et pour vous aider à être en meilleure santé, plus en forme et atteindre vos objectifs plus rapidement aussi. Donc on y Exactement. va, on commence? Allez, vas-y, hein. Donc on a Qui c'est commencer? sélectionné les questions que vous nous avez posées un petit peu en message privé dans les stories, etc. Et donc, je vais en prendre une partie et Chris prendra aussi une partie des siennes. Voilà. Alors, première question. Donc, la question est, j'ai les épaules en avant et de petits pectoraux, sous-entendu peu développés. Que faire? Je sais pas. Coupe-toi un bras. Ou les deux. Non, vas-y, Anthony, réponds, Ça réponds. commence bien. Alors, déjà, les épaules en avant, et c'est un problème, il y a un problème de posture, donc c'est intéressant de faire de la mobilité articulaire et surtout d'aller renforcer les muscles postérieurs. Donc, d'éviter de trop faire de développer élévation frontale si on a déjà les épaules en avant. De faire beaucoup plus de mouvements pour l'arrière, donc pour le dos que pour les pecs et pour l'arrière d'épaule que pour l'avant d'épaule. Et mettre la priorité sur l'entraînement sur les fixateurs des omoplates, les trapèzes, donc les rhomboïdes, tout ça, en faisant tout ce qui est oiseau, tout ce qui est rowing, bien effectué, pas en tirant avec les bras, mais en ramenant bien les épaules et les omoplates. Et voilà déjà pour les épaules en avant. Et pour les petits pecs, après, il faut voir si justement ça ne vient pas du fait que l'avant d'épaule est tellement fort qu'il prend le devant sur les pecs. Donc, voir pour changer les exercices, la technique aussi. Tu m'avais donné un très bon conseil à l'époque quand j'avais des petits pecs où on s'est rencontrés, c'était de faire du partiel bas sur les développés. Ah oui, oui. Ouais. Et Ça, ça, ça c'est bien, mais il faut juste faire attention à aussi, parce que ça crée aussi peut-être une certaine usure, tu vois. Il ne faut pas travailler trop lourd quand tu fais ça, tu vois, parce que c'est vrai que ça peut créer une certaine, ouais, ça peut une certaine usure au niveau des tendons et de la colonne rotateur. Ça, il faut faire gaffe. Alors, il y a un truc que m'avait dit Will Johnson et que moi j'applique, qui est le physiologiste de l'exercice. Il m'avait dit il faut toujours faire 2 fois plus d'exercices pour la partie postérieure que la partie antérieure. D'accord. Donc, en fait, il faut faire 2 fois plus de dos que de pec. hmm. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à faire moitié-moitié, autant de dos que de pec. Et en fait, pour l'équilibre notamment des épaules, c'est bien de faire 2 fois plus de mouvements de tirage que de pousser. Et comme tu l'as souligné tout à l'heure, tout ce qui est élévation frontale, franchement, c'est pas nécessaire. On sollicite déjà tellement les pecs, enfin les épaules et dans les pecs ou dans d'autres mouvements, que franchement, voilà, il faut, voilà. Moi, ce qu'on peut retenir aussi, voilà, c'est faire 2 fois plus de dos ou d'exercice pour la partie postérieure que la partie antérieure. Ce sera déjà pas mal. Et puis voilà, quand on fait aussi les pecs, pensez à bien ouvrir la cage thoracique, chose qu'on a tendance à pas toujours penser. Et voilà. Voilà pour cette question. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère qu'on a répondu. À toi. Alors, la question, alors là, c'est une question sur le sucralose. En fait, la personne nous demande qu'est-ce qu'on pense du sucralose et au niveau des édulcorants, qu'est-ce qu'on en pense en général et particulièrement de celui-ci. Et c'est Abeg Egg Hugo. Voilà, il faut absolument qu'il change de pseudo, lui, parce qu'on n'a pas du tout comme Trop dur prénom. à dire. Ça fait tout le Donc, il faut podcast. commencer, tu veux que je commence par rapport aux Vas-y, édulcorants, vas-y. comme tu veux. Vas-y, commence. Au niveau des édulcorants, alors, je vais commencer par l'aspartame parce que c'est vrai que c'est l'édulcorant en fait qu'on parle le plus et qui est le plus polémique. Mais au niveau des études,
En fait, il n'y a pas grand-chose, en fait, à part des études sur des rats où ils avaient donné des doses qui étaient astronomiques. C'était genre, il fallait boire 200 litres de coca. Enfin, c'était un truc de psychopathe. Et aujourd'hui, on a des études. Je suis désolé de vous dire ça. Je sais que tout le monde est en psychose par rapport à ça, mais il n'y a pas de problème, en fait. Ni avec l'aspartame, ni avec le sucralose. Le sucralose, encore moins. Il fallait juste faire attention à ne pas le faire hyper chauffer au-delà de 180 ou 200 degrés. Et encore, ça dépendait des dosages. Moi, j'aimerais redire à chaque fois, c'est la dose qui fait le poison. Voilà. Donc, voilà, je ne pense pas que vous buvez 300 litres de Coca Light ou de Coca Zéro par jour pour que vous ayez peur de l'aspartame ou du sucralose. Donc, voilà, toute une question de raison. Moi, ça ne me pose pas de soucis. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Anthony, mais moi, voilà, c'est beaucoup de bruit pour, au final, je pense, assez peu de choses. Bah, encore plus le sucralose, parce que pour le coup, pour ceux qui en ont déjà pris, c'est un pouvoir sucrant tellement fort que tu en prends une dose tellement infime que j'ai du mal à voir, quand bien même s'il y avait quelques effets secondaires, pour atteindre, comme tu dis, la dose qui va vraiment être dangereuse, il faut vraiment, vraiment y aller, parce que je me rappelle à l'époque, les pots comme ça durait Ouais, ouais, un an, quoi. Ça durait un ouais, an. c'est ça, c'est ça. Euh, C'est ça. Dans ton livre de recettes, tu le mettais, c'était une demi-cuillère, même pas. Donc, Même pas, ouais, c'était quelques grains. Ouais, ouais. voilà, et ce qui me fait rire souvent, entre guillemets, c'est que c'est les gens qui parlent d'édulcorants et tout comme ça, c'est les mêmes qui fument, qui boivent ou qui font pas attention à des choses élémentaires, comme ne serait-ce que aussi consommer des fruits, des légumes, enfin des bases, qui vont chercher là-dessus, alors que pour le coup, c'est vraiment un détail, quoi. Déjà, si on fait attention à l'alimentation, là, après, on consomme plus rien. Pour le coup, là, après, on consomme plus rien, quoi. Bien sûr, bien sûr. En diète, c'est quand même le sucralose, tout ce qui est boléro, tout ça, c'est quand même génial, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça permet vraiment de limiter les calories et voilà, tout en se faisant plaisir. Et ouais, c'est vrai. Voilà, voilà. Troisième question. Allons-y. Donc, comme tu as dit les noms, la première, c'était Thomas Dalla Costa et la deuxième, c'est Silla VR. J'espère que c'est pas son D'accord. nom. Alors, c'est une bonne question. Nassim Saïli, c'est bon, tu situes? Oui, je vois. Voilà. Nassim Saïli, non, je sais, c'était. Qui est très sympa. J'ai parlé vite fait avec lui, qui est très sympa d'ailleurs. Latmar, il le connaît et il m'a dit aussi qu'il était très sympa. Il est de Lyon d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il est sympa. D'accord. Ah, je ne savais pas qu'il était Lyon. Moi. Ok. Ouais, il est à Lyon. Donc, Nassim Saïli conseille un ratio en sèche de 40% de protéines, 30% de glucides et 30% de lipides. Qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce que nous, on conseillerait? Alors, il a précisé que apparemment, c'était sous forme de tableau que Nassim Saïli présentait ça. Donc, à mettre entre parenthèses, puisqu'on ne sait pas exactement comment il l'a présenté. Mais voilà. D'accord. Ok, ok. Non, mais après, c'est juste un exemple par rapport à ce que lui fait ou pas, on ne sait pas, mais ça permet de débattre sur la méthodologie, en fait, finalement, pour perdre du poids et quels sont les ratios qu'on peut faire ou trouver. Bah, si tu veux commencer, vas-y, après. Alors moi, la réponse, elle va être assez simple, c'est que je suis pas d'accord avec. Enfin, je suis pas d'accord. Je trouve pas ça terrible de fonctionner sur des ratios, en fait. Parce que pour le coup, pour moi, l'alimentation, elle doit vraiment être personnalisée. Évolutive, c'est sûr, mais déjà de base personnalisée en fonction du poids que tu fais, du taux de masse grasse que tu as, de l'objectif, donc ce que tu as à perdre, si tu fais une compétition, enfin bref, tout un tas de choses. Donc pour le coup, donner un ratio, je trouve ça pas très précis en fait. Enfin, c'est précis, mais ça me gêne de calculer comme ça. Et en plus, pour le coup, le ratio, je suis pas tout à fait d'accord parce que si on respecte si je respecte mes bases à moi que j'applique, qui au final sont celles que j'ai appris beaucoup de toi, hein, tout le monde le sait. Donc c'est un petit peu les mêmes que toi, je pense. Je suis pas sur ces ratios-là. Voilà. Donc moi, je suis pas sur ces ratios-là. J'aurais tendance déjà à être plus haut en glucides, surtout maintenant. On va en parler des glucides, hein, mais on sait à quel point ils sont importants, même pour sécher Ouais. et qu'il Oui. faut arrêter de les réduire à tout prix. Et je le vois là sur les athlètes que j'ai cette année, ça cartonne par rapport à avant et je l'ai vu sur moi. Donc Ouais, voilà, c'est clair. donc pour moi, je préfère calculer en fonction des grammes par kilo de poids de corps pour les protéines, les lipides et après ajouter les glucides en fonction du nombre de calories et tout ça qui reste plutôt que faire des pourcentages. Voilà. Ok. Ouais,
Non, c'est très bien. Après, voilà, encore une fois, euh, vous allez voir, nous, on a peut-être maintenant une approche qui est un peu différente par rapport au standard où on privilégie l'hyperprotéine avec beaucoup de protéines et assez peu de glucides. Et vous allez voir que avec l'expérience, avec le temps, avec les nouvelles études, avec tout ce qu'on essaie de comprendre de la biochimie, tout ça, on est en train d'inverser la tendance. C'est-à-dire que je pense que ça ne sert à rien d'aller à des pourcentages de protéines hyper élevés parce que de toute façon, le corps n'est pas capable d'en traiter autant. Donc, il en traite qu'une certaine partie pour ses besoins propres, pour ses cellules, pour les muscles, pour tout ça. Et puis, la partie qui est en excédent, finalement, est convertie aussi en glucose ou en gras, suivant, ça dépend. Et finalement, pourquoi s'embêter? Déjà, en plus, ça coûte cher. Pourquoi s'embêter à prendre autant de protéines alors que le surplus va être converti de toute façon en glucose ou en sucre. Donc, ça s'appelle la néoglucogénèse. Donc, autant prendre directement des glucides. D'une, ça va coûter moins cher. Deux, ce sera beaucoup plus efficace pour ton corps parce qu'il n'y aura pas de conversion à faire. Et voilà. Alors maintenant, dire que prendre beaucoup de protéines et très peu de glucides, ça ne marche pas. Si ça marche, pourquoi? Parce que vous êtes en déficit calorique. Et ça, c'est la base de la base. C'est pour ça que tous les régimes marchent, entre guillemets. Pourquoi? Surtout au début, parce que vous êtes en déficit calorique. Après, le problème sur le long terme, c'est qu'en faisant ça, notamment en réduisant énormément les glucides, on risque d'arriver à des crashs métaboliques. C'est-à-dire qu'on va réduire son métabolisme ou plutôt notre métabolisme va s'adapter en fait encore plus vite. Donc ça, voilà, ça risque de poser des problèmes sur plus long terme. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard parce qu'on a d'autres questions sur les glucides. Voilà. Mais voilà, déjà, c'est une petite piste sur le fait qu'il faut peut-être pas augmenter tant que ça les protéines, même sous aide, on va dire, chimique. On peut augmenter en effet un petit peu plus, mais de là à prendre des dosages 3, 4, 5 grammes, comme j'ai vu des fois, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Et je pense qu'il va falloir beaucoup plus privilégier les glucides. Voilà. En plus, pour le coup, un des inconvénients des protéines par rapport au reste, c'est non pas sur les reins, comme on le dit souvent, le gros inconvénient que je vois, mais c'est sur l'acidité, pour le coup. C'est-à-dire qu'à consommer trop de protéines, surtout sur le long terme comme ça, en excédant inutilement, eh ben, on a souvent des problèmes d'acidité. Donc, outre la masse musculaire osseuse qu'on peut perdre et le plus de difficultés à perdre de gras, il y a aussi l'inconfort digestif, les ballonnements, ceux qui ont les ventres, tu sais, gonflés, plein d'air, plein d'eau, etc. Des problèmes articulaires aussi, j'avais remarqué. Ouais, tendinite, ouais, tendinite. Ouais, moi, pour le coup, j'ai vraiment tout essayé et je me rappelle à une période, je vous parle de ça il y a 10 ans, hein, même plus que ça. J'avais testé une diète hyperprotéinée à 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps. En fait, au bout d'un mois et demi, j'avais dû arrêter parce que j'avais mal partout aux articulations. Et dès que j'étais redescendu à 2 grammes par kilo de poids de corps, toutes les problèmes articulaires avaient disparu. Pour vous dire que vraiment, qu'on dépasse des grosses quantités de protéines, alors oui, comme tu as dit, c'est pas nocif pour les reins, ça pose pas de problème. Putain, mon niveau articulation, c'était dur. Ouais, Donc, l'acidité, voilà. ouais. Donc, voilà. Voilà pour cette question. Ok, super. À toi. Allez, à moi. Alors, là, je dis pas le nom parce que tu vas comprendre pourquoi la question. La perte de libido en début de sèche pour une femme, est-ce normal ou carrément précoce? C'est une excellente question. D'ailleurs, pour hommes et pour les femmes, parce que un homme ou une femme, si en début de sèche, vous êtes déjà une perte de libido, c'est qu'il y a, à mon avis, un petit souci. Hmm. Peut-être que c'est trop strict d'un coup. Peut-être que vous avez justement coupé les glucides trop vite d'un coup. On le voit souvent, il y a des diètes starter ou d'entrée de jeu. Ducan, il fait ça, par exemple, pendant 2 semaines. Allez, on coupe tout, on garde que des protéines. Et puis, et puis voilà, on va à la guerre et puis on perd du poids très rapidement. C'est vrai, mais c'est aussi beaucoup d'eau. Il ne faut pas l'oublier. C'est très spectaculaire, mais c'est vrai que quand on a une perte de libido aussi prononcée, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est-à-dire que le corps s'est mis déjà en protection. Et généralement, c'est le prémisse aussi pour avoir un métabolisme qui s'effondre d'un coup, quoi. Je t'en prie si tu as des choses à dire par rapport à ça. Mais... Non, je pense que tu as tout dit. Après, sur la libido aussi, je pense qu'il y a quand même un aspect psychologique. Donc là, Ouais, tout à fait. Ouais. parce que quand la diète devient, la nourriture devient une obsession et notre priorité numéro un parce qu'on se frustre, donc ça va dans le sens que tu donnes, et ben, on pense plus du tout à l'acte sexuel pour le coup. Donc ça peut être aussi c'est ce que je veux dire dans le sens où ce que je veux dire pardon, c'est que parfois sur une prise de sang les taux peuvent être bons.
Donc, on va me dire non, mais j'ai pas de crash hormonal, mais ça veut pas dire que psychologiquement, ça fonctionne. Or, c'est mécanique et c'est très psychologique aussi, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que le point, parce que ça peut être en effet, ça peut être un crash métabolique ou juste comme ça, mais pas forcément, comme tu dis, ça peut être très psychologique, hein. Moi, je connais des filles ou des mecs qui se mettent dans des bulles dès qu'ils rentrent en préparation, ils rentrent dans des bulles, il n'y a plus que ça qui compte. Et c'est pour ça que moi, la compétition, ça va à petite échelle, parce que ça dépend comment vous gérez une compétition, mais je vois beaucoup de gens, et c'est 90% des cas, qui gèrent ça très très mal, quoi. C'est-à-dire qu'ils se rentrent dans une bulle, ils s'enferment, et là, ça devient hyper compliqué, quoi. Il devient hyper compliqué, et puis tout rentre en jeu. Ça peut être la libido, ça peut être ta vie sociale, ça peut être plein de choses, quoi. Donc, en effet. C'est vrai que c'est un gros impact. Bon, question suivante. Vas-y. C'est toi, là, Allons-y. c'est toi. Alors, sur quoi on va tomber? Alors là, le nom, pardonnez mon accent, enfin, je sais pas quelle langue c'est. Sotgentle. Sotgentle. Hein? Sotgentle. C'est pas norvégien, ça ou... Je sais pas quelle langue c'est, mais la question est super bien, mais c'est Sotgentle, voilà. Ouais, c'est des pseudos. Ok. C'est comme ça. Alors, pourquoi enlever la peau des fruits? Ah, Super. ah. Parce que, donc, en fait, cette personne m'a dit, mais dans la peau, il y a toutes les vitamines. Voilà. Donc, ça, c'est ta spécialité. Alors, je te laisse répondre. Ouais, alors on a surestimé en fait la peau des fruits en disant ouais, il y a toutes les vitamines, toutes les fibres et tout. Alors, c'est vrai qu'il y en a, mais déjà, il y en a, mais il y en a aussi dans le fruit en lui-même, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous enlevez par exemple la peau d'une pomme que vous allez perdre toutes les fibres et toutes les vitamines. Vous allez en perdre un petit peu, ça c'est sûr, mais il faut toujours regarder le côté bénéfice-risque d'un aliment. Donc, est-ce que, et c'est pareil avec les céréales complètes, les choses comme ça, est-ce que les bénéfices, ou les risques plutôt, sont pas plutôt, enfin, il n'y a pas plus de risques que de bénéfices au final. Et la peau, de fait de garder la peau, ok, vous allez conserver peut-être un petit peu plus de vitamines, un peu plus de fibres, mais vous allez aussi avoir tous les antinutriments que ça contient. Et même d'un point de vue digestion, voilà, vous pouvez faire le test. Si vous mangez plusieurs pommes avec la peau et plusieurs pommes sans la peau, vous allez voir tout de suite qu'avec la peau, la digestion est très difficile. Voilà. Donc, toujours vous dire que déjà, les fruits et les légumes, les végétaux en général, ont une protection contre les prédateurs. Voilà. Et ils font tout pour qu'on évite de les manger, surtout quand ce n'est pas encore prêt ou à point. Parce que si on prend par exemple les pépins d'une pomme, on va attendre que la pomme soit mûre pour pouvoir la manger, donc qu'elle soit digeste et qu'ensuite qu'on chie les pépins pour en faire pousser d'autres arbres. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu le principe. Donc voilà. Et la peau n'est juste qu'une protection du fruit ou si on prend par exemple aussi des pommes de terre ou des patates douces, voilà. La peau, il faut l'enlever parce que c'est ce qui protège l'aliment, mais c'est aussi bourré de substances qui ne sont pas géniales pour nos intestins. Ok, bon, là, je crois que tu as tout dit. Impeccable. On est complet. On est complet, chef. À toi. Ok, alors. Euh, ok, alors ça, je vais te la poser à toi. Combien de grammes de protéines prendre et faut-il les prendre tous les jours ou seulement les jours de training? C'est Michael Del Corso qui dit ça, qui demande ça. Ok. Action. Donc, combien de Alors, grammes de protéines par jour et faut-il les prendre les jours d'entraînement et les jours où tu n'entraînes pas, faut-il quand même les prendre? allons-y. Donc, les protéines, ça va se calculer en fonction de grammes par kilo de poids de corps, pour le coup, c'est-à-dire… Créatine. C'est la créatine. Ah, la créatine? Ouais, j'ai dit protéine, non, c'est créatine. Les protéines. Putain, Ah, créatine. j'étais parti d'une explication de dingue et en fait, c'est Ouais, hyper je simple. vois, je vois. Pour ça, je t'ai coupé tout de suite. T'as pas une question plus dure? Passe, 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 j'étais chaud. Bon, c'est pas grave. Donc, bah, la créatine, bah, entre 3 et 5 grammes par jour. 5 grammes, c'est vraiment le maximum. 3 grammes par jour en essayant de fractionner les prises au maximum, la prendre au cours des repas. Privilégier toujours la créa pure, créatine monohydrate, parce que c'est la mieux assimilée. Je sais que la créalcaline est très à la mode, mais pour le coup, vu la différence de prix,
honnêtement, et il n'y a pas de grande différence, hein. Tu me l'avais dit une fois sur les études, Ouais. etc., Ouais, d'assimilation. j'ai même des études qui ont montré que la monohydrate avait même c'était même meilleur que la créalcaline. C'est pour vous dire quoi. Donc, bon, vous restez sur des choses basiques, vous êtes sûr au moins que c'est absorbé à 100%. Je crois que c'est absorbé à 98% la monohydrate, donc ben voilà quoi. No stress, no stress. Voilà, ce dosage-là suffit largement. 3 grammes, ça suffit. Vous pouvez aller jusqu'à 5 grammes si vous voulez. Il n'y a pas de risque à aller jusqu'à 5 grammes, on le dit bien. Il n'y a pas de risque sur les reins, comme on le disait avant. Pas besoin de phase de charge, tout ça. Vous pouvez la prendre à l'année sans aucun problème. C'est un des compléments vraiment de base, vraiment très utile aussi bien pour la santé que pour la récupération, pour la prise de muscles, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ne pas la prendre avant l'entraînement, éviter de la prendre avant l'entraînement parce que c'est un léger effet hypoglycémiant. Ouais, ça dépend des personnes, hein, parce ça, je sais que c'est Gundil qui disait ça, mais en fait, ça dépend assez des personnes. C'est vraiment, il y a quelques personnes qui sont sensibles à ça, mais dans la majorité des cas, non, tu n'es pas trop sensible à ça. Voilà. Après, les mecs, je pense qu'ils prenaient aussi beaucoup de choses. Ils prenaient de la whey qui est, elle, pour le coup, hyperglycémiante, plus de la créatine, ils devaient prendre 5 grammes. Donc, c'est ça, mélangé. Je pense que là, ouais, il y a peut-être un effet hypoglycémiant. Mais après, si on ne prend qu'un gramme, franchement, je pense que ça ne va pas trop te poser de problème. Tu vois. D'accord. Faut bon, Vous voilà. pouvez prendre alors avant, essayez, faites un test et vous verrez. Mais Exactement. sinon, au cas où, vous prenez pas de risque et vous prenez 1 gramme le matin, le midi, le soir, vous vous entraînez à 16 heures et comme ça, De toute façon, il faut les prendre pendant les repas, donc il n'y a pas d'intérêt à prendre juste, 1 gramme de créatine juste avant de s'entraîner. Genre, ouais, ça marche sur le long terme. Donc, ça aussi, c'est tous les boosters et de la créatine dedans, c'est hallucinant. Quoi. oui, voilà, ça, il faut le dire, c'est pas un booster. Et c'est pas quelque chose que. Et vous n'allez pas en ressentir les effets de manière très marquée, puisque c'est sur le long terme. Donc, ça va être un petit plus un petit plus qui va donner plus de progrès. Et on a tellement parlé, c'est quoi la suite de la question? J'ai perdu. Et s'il faut en prendre tous les jours, même les jours de repos. Ah, oui, bien sûr, parce que comme on l'a dit, pour le coup, ça agit sur le long terme. En plus, le but de la créatine, un des buts intéressants, c'est d'aider à régénérer les stocks d'ATP. Donc, c'est l'énergie qui est utilisée sur les efforts courts et intenses. Et donc, bah, on peut partir du principe, si on veut se rassurer, que les jours de repos, c'est là où on récupère. Donc, on a besoin de créatine. Bravo, rien à rajouter. Au Merci. top. Merci. Allez, à la prochaine. Vas-y. Alors, allons-y. J'espère que. Ah, ça va. The Medicinal. The Medicinal demande. Ouais, Comment. à mon avis, c'est une question dure, ça. Vu le pseudo, c'est une question technique. Bah, en fait, je me demande s'ils se foutent de ma gueule parce qu'il n'y a que des questions sur les pecs. Ah, merde. En fait, les questions, elles sont pour moi. Les questions, elles sont pour moi pour que j'apprenne. Comment développer la partie sternale des pectoraux? Il avait précisé partie haute et basse, mais la Ok. partie sternale. Vas-y, j'ai répondu à la C'est créative. super intéressant. Ouais, c'est super intéressant parce que quand tu vois comment est inséré un pec, en fait, les attaches, comment elles sont faites, en fait, c'est presque une attache là, et puis ça se disperse un peu comme ça, tu vois, comme un coquillage, en fait. Voilà, comme ça. Donc, c'est super intéressant parce qu'on a plein d'études sur le sujet. Et tu as plein d'études qui te disent que de toute façon, que tu sois incliné au coucher, ça n'a pas beaucoup trop de différence. En pratique, tu vois quand même qu'il y a un peu de différence. Donc, c'est des sujets qui sont assez controversés au niveau de la science, par exemple, tu vois. Et beaucoup de personnes en parlent. Et c'est pour ça que je reste assez. Je ne suis pas tranché sur la question. Pour vous dire la vérité, je ne suis pas tranché sur la question. Parce que vu l'insertion, comment il fait le PEC, c'est difficile. Je suis un peu pas bloqué, mais c'est un peu difficile de répondre. Parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une vérité là-dedans. Et par exemple, tu as des études qui ont montré que tu fasses de l'incliné ou du coucher, par exemple, ça impactait pas plus le haut ou le bas du pec. Tu vois. D'accord. Ouais. Même moi, ça m'a assez stupéfait, tu vois. Après, ça, je comprends parce qu'en soi, ce qui est important et ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que si tu fais, par exemple, un développé incliné en amenant la barre sur les tétons, pour le coup, tu perds l'axe. Donc, ce qui est le plus important, au final, c'est l'axe dans lequel tu places ta charge, ta résistance. Ouais.
Ouais, donc ouais, non, mais c'est assez compliqué à dire. Et je ne sais pas si on peut vraiment isoler la partie sternale, donc vraiment intérieure. Alors évidemment, on dirait tous parce que la contraction est plus forte sur tout ce qui est écarté, croisé, au câble et tout ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à plus sentir l'intérieur du pec se contracter. Donc, est-ce que là-dessus, ça a un impact peut-être un peu plus par rapport à l'intérieur? Peut-être, peut-être, mais je vous avoue que j'ai pas un avis tranché pour vous dire bah, il faut faire comme ça et pas autrement. Euh, donc, je n'ai pas trop de réponses à te donner particulièrement. Évidemment, la posture, garder les épaules en arrière quand on pousse, ça c'est super important. Ça, c'est la base de la base. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, quand tu pousses, tu tires tes épaules en arrière et quand tu pousses, il faut rester en arrière et pas justement faire ça, sinon c'est tes épaules qui prennent. Donc, ça, là, pour le coup, voilà, c'est vraiment des spécificités qui sont vraiment basiques et importantes. Après, pour l'inclinaison ou autre, j'avoue que moi, par expérience, j'ai l'impression quand même que ça change. L'axe change vachement et on sent les faisceaux travailler plus haut ou plus bas. D'ailleurs, il suffit juste de lever un peu le bras pour sentir que la contraction se fait sur le haut du pec et pas sur le bas. Donc après, je sais pas toi ce que tu en penses par rapport à ça. C'est vrai que les pecs, c'est un des muscles pour moi qui me pose presque le plus de soucis. Bon, moi, c'est un point fort chez moi. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas plus penché que ça. Toi, c'est super intéressant parce qu'à la base, c'était un point faible que tu as réussi quand même à développer, enfin, que tu as réussi à essayer de développer malgré ton point faible. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un retour sur une personne comme toi qui, à la base, n'est pas un point fort et que tu as réussi quand même à développer. Donc, je pense que toi, tu seras plus proche de la vérité qu'un mec comme moi qui, de toute façon, est son point fort et que, entre guillemets, quoi que je fasse, mes pecs vont prendre. Tu Mm. vois. Donc, je te laisse la parole. Bah, Sur ton expérience. je pense que déjà, il y a une grosse part pour la partie sternale, il y a une grosse part de génétique et d'insertion. Parce que par exemple, moi, vu les insertions que j'aurais jamais les deux pecs qui se rejoignent ou tu vois vraiment des gros Ouais, ou pectoraux très évasé. développés. Voilà, ça arrivera jamais, je le sais. Donc il y a une grosse part de génétique. Après, on peut toujours améliorer ce qu'on a et donc c'est ce que je vais essayer d'expliquer. De mon ex- J'ai remarqué que chez les gitans, c'était souvent comme ça. Ils avaient souvent des gros bras, mais pas de pec. C'est vrai, donc il y a peut-être un facteur génétique. c'est soit Je la, sais ser- pas. c'est soit la serpette, soit la guitare. Ça travaille pas les pecs. La guitare, ça fait l'avant-bras et la serpette, ça Ah, fait. Ouais, je sais pas. la Je sais pas. serpette. Vous faites quoi avec la serpette? Vous faites Voilà. quoi avec la serpette? Vaut mieux pas Ah, des raconter. jouets? Vaut mieux pas Hein? raconter. D'accord, ok. Je t'aime bien, tu sauras jamais. Je t'aime bien, tu sauras jamais. De toute façon, tu es trop dangereux, même sans serpette, donc tu sauras pas. Avec tes mawashi, là, tes ceintures noires, Tu même sais avec, que même avec une serpette, je t'approche pas. tu sais que dans le Japon médiéval, en fait, les serpettes, on appelle ça des kamas. Et c'était ma spécialité, en plus. Bah voilà, bah, tu vois, Voilà. Ah, on nickel. se rejoint. On se Bah, rejoint. nickel. On se rejoint. Donc, revenons à nos moutons ou à nos pecs. Et donc, de mon expérience, déjà, la première chose à faire, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que d'autres muscles n'interviennent pas. Donc, que ça soit sur n'importe quel exercice, comme tu l'as dit, garder les épaules en arrière, les épaules basses aussi, ne pas trop hausser, pas trop tendre les bras, faire plutôt, pour le coup, du partiel bas pour pas que les triceps ou les épaules prennent le relais. Et après, c'est éviter les exercices pour les développer, qui n'ont pas une trajectoire convergente. Parce que quand c'est pas un point fort, pour le coup, on a beau faire du développé couché à la barre, du développé incliné à la barre, comme les fibres des pectoraux, justement, elles vont plutôt dans ce sens, bah, elles ont plus de facilité à se contracter et recruter comme ça. Donc, plutôt privilégier les haltères et voir vraiment qu'on a vraiment du mal comme moi. C'est 100% unilatéral pour les pectoraux et c'est soit poulie, soit machine assis convergente. Unilatéral. Ah, tu fais les pecs un bras à la fois, c'est ça? Ouais, je C'est là. fais que un bras à la fois. Et c'est à partir de quand j'ai fait que un bras à la fois, j'ai eu des résultats. L'avantage, c'est que sur la vis-à-vis, et ben, bon, croisé, c'est un petit peu pénible. En plus, voilà, tu dois alterner. À une main, tu peux vraiment aller plus loin. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est la proprioception, c'est le fait de poser la main pour justement améliorer le recrutement, du moins le ressenti, pour mieux contracter. Donc, et même comme ça, tu vois, je sens qu'ici, ça se contractera jamais, quoi. Mais voilà. Donc, j'aime beaucoup l'unilatéral vraiment pour les pecs, en se plaçant vraiment, en se décalant vraiment le buste sur les développés convergents et en restant vraiment bien droit sur les écartés, en ayant une bonne
une bonne amplitude. Donc voilà, poulie et vraiment, moi, je dirais poulie et machine convergente en unilatéral et arrêter de vouloir à tout prix pousser hyper lourd parce que ça sert à rien. Quand on a du mal à recruter une zone, à un moment donné, quand on pousse hyper lourd, le système nerveux il prend le relais et surtout d'autres muscles prennent le relais. Donc la barre elle monte, mais pour le coup, tu as beau pousser plus lourd, tu prends pas de masse musculaire là où tu veux. Donc voilà. Après, comme tu l'as dit, j'ai pas trouvé, je dirais pas qu'il y a un exo miracle ou une méthode miracle, mais Est-ce que tu en as un, est-ce que tu en as un particulièrement vraiment que tu sens plus que les autres? Vraiment un mouvement de pec, vraiment. Moi, je vais t'en dire un après que je fais assez récemment, là, que je fais quasiment plus que ça d'ailleurs, tellement je le sens bien, mes pecs. Mais est-ce que toi, tu en as trouvé un qui t'a l'impression que tu recrutes plus ton pec, tu te sens mieux, tu as une meilleure sensation? bah avant vraiment c'était le pur mouvement d'isolation de base, donc debout à un bras à la poulie comme ça, en unilatéral, en posant la main, donc tout simplement comme ça, hein, à la vis-à-vis en unilatéral. C'était vraiment celui-ci le numéro un. Et maintenant, ça se trouve, c'est celui que tu vas citer, mais je fais le développe pour les développer, je fais ton développer le buste penché là, parallèle au sol à la poulie. Ah ouais, Et franchement, ça c'est j'aime super. beaucoup. J'aime beaucoup parce que j'ai vraiment un super bon ressenti au moment de la phase de contraction et j'arrive à étirer sans me faire mal à l'épaule, alors que j'ai rapidement mal à l'épaule sur un étirement important. Donc voilà. Ouais, génial. Bah, c'est ce mouvement-là, moi, depuis que je fais ce mouvement-là, c'est incroyable. En fait, bon, moi, vous savez que moi, je fais du half body, une fois le haut, une fois le bas. Et quand je fais les pecs, je fais une fois du développé à la poulie vis-à-vis, alors, ou un bras ou les deux en même temps. Et je trouve justement, j'ai une telle aisance de mouvement parce que je ne suis pas bloqué par le banc. Et voilà. Donc, c'est vrai que puis j'ai l'impression vraiment que je recrute vraiment bien mes pecs sans traumatiser mes épaules et tout ça. Et après, ou sinon, je fais l'écarté écarté poli ou sur un banc incliné en écarté poli aussi. Et c'est vrai que c'est les deux mouvements. Je fais quasiment que ça pour les pecs. Je ne fais plus autre chose. Et j'avoue, j'ai des sensations de malade sans traumatiser mes épaules, sans. Après, moi, je suis un peu vieux aussi, tu vois. Donc, il y a les épaules qui se fragilisent, tu vois. Mais j'avoue que j'ai des sensations de malade. Et j'ai déjà essayé de repasser sur des mouvements plus classiques. Et c'est vrai que je vois tout de suite que c'est pas aussi optimal que ce que je voudrais, quoi. Donc, voilà. Après, ce que j'ai ressenti avec le temps, et peut-être on peut dire s'il est dans ce cas, c'est que par contre, mon recrutement il s'est énormément amélioré. Je vois au salon, on avait fait un entraînement avec Alfie développé couché. Avant, j'aurais jamais bien senti les pectoraux se contracter et ça s'est beaucoup amélioré. Donc, avec un travail de longue haleine, quand même, il y a une Ouais, différence et les exos deviennent plus efficaces. Mais ce serait un peu ridicule dans ce cas-là de privilégier voilà, ces exos-là alors que ceux que tu as cités, par exemple, surtout quand on a du mal à se développer au niveau des pectoraux, seront beaucoup plus intéressants. ouais. Donc voilà, donc testez, essayez. Je sais que vous pouvez développer des très bons pecs avec du développé couché. Si votre morphologie et si évidemment vos pecs répondent bien à ça, donc encore une fois, il faut tester. Mais si jamais vous n'avez jamais testé, par exemple, les poulies, des développés poulies, choses comme ça, ou les convergentes à pecs, il y en a de plus en plus, mais je sais qu'il n'y en a pas toujours dans toutes les salles. Voilà, essayez ce moment-là pour les pecs parce que vous allez voir, les sensations sont vraiment extraordinaires. Et voilà, quoi. C'est un peu comme les cuisses, il n'y a pas que le squat dans la vie, il y a d'autres exercices aussi. Et donc, faut tester. Après, si vous avez la chance de développer bien vos pecs et de développer coucher barre, tant mieux. C'est que vous avez une bonne morphologie à ça. Mais voilà, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a d'autres méthodes. Voilà. Il n'y a pas que ça Bon, dans bah écoute, je crois que. Hein? il y a pas que Qu'est-ce que ça tu as dit? dans la vie. Ah non, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a le cul aussi, merde. Ouais, c'est la première fois que j'entends cette phrase pour un exo de muscu, j'allais dire. Trop sérieux. Bon, écoute, on a dépassé la demi-heure. Je pense qu'on va arrêter là pour faire des petits podcasts courts et sympas. Donc voilà, écoutez, ben, on va vous dire à la semaine prochaine pour un Ouais, nouveau podcast. exactement. Donc, merci à tous d'avoir regardé et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions pour qu'on y réponde Ouais. lors du prochain podcast. Laissez peut-être nous des commentaires ou des impressions que vous avez. N'hésitez pas. On est toujours dans le partage et on aime bien toujours avoir des remarques du moment que c'est constructif et que c'est pas haineux. Si c'est haineux, de toute façon, on bannira direct. Mais voilà, n'hésitez pas à avoir des discussions constructives et tout. Nous, de toute façon, on adore. Encore une fois, nous, c'est aussi notre métier, mais c'est avant tout notre passion. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous et puis on vous dit à la semaine prochaine. Avant de bannir, on peut l'insulter ou pas?
Bah, écoute, si t'as envie. Je rigole. Pas de, pas de, c'est pas bien. Bon, allez, merci à tous. À plus. Bye bye. Ciao. Ciao.